Bonsoir, bonsoir à tout le monde. On va attendre encore une petite minute, le temps que tout le monde arrive, et je vais ensuite pouvoir démarrer ce webinaire. J'espère que vous m'entendez tous bien. Vous avez le chat sur votre droite en général. S'il y a besoin de me faire une remarque ou s'il y a besoin de m'interpeller sur un sujet, n'hésitez pas. Je le suis en parallèle sur un autre écran. Donc, n'hésitez pas. Coucou Julien, merci de ta participation. Allez, encore une petite minute et je me lance. Allez, c'est parti pour ce webinaire sur la partie PowerShell avec l'IA. Euh, Bien évidemment, il y a des retardataires. Je les accepterai et les admettrai dans la réunion au fur et à mesure. Donc, vous inquiétez pas, hein, c'est tout à fait normal. Je pense que certains sortent je pense, de leur travail et de leur journée. Alors, bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, alors, je vais quand même mettre ma caméra, je vais quand même mettre ma caméra. Je pense que c'est le minimum. Voilà, comme ça tout le monde va pouvoir me voir. Donc bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire. Aujourd'hui, ce soir, on va voir ensemble comment l'IA peut réellement révolutionner la manière dont vous travaillez avec PowerShell. Alors, je cite PowerShell, bien évidemment, je vais extrapoler à l'ensemble finalement du développement, que ce soit sur du Python, du HTML ou bien d'autres. Même, j'irai dans certaines situations, je peux utiliser l'IA alors que je ne suis pas un développeur web à la base. Donc, clairement, l'objectif ici, c'est d'aborder les notions du coding avec l'IA. Alors, vous soyez freelance, salarié, ou simplement curieux de savoir comment on optimise les scripts et le code, vous êtes ce soir au bon endroit. Je suis donc Emmanuel Vinazza, je suis spécialiste PowerShell depuis plus de 20 ans. Je vous promets, on va s'amuser ce soir, on va apprendre pas mal de techniques qui vont, je l'espère en tout cas, vous faire gagner un temps fou. Alors, restez jusqu'à la fin, puisque j'ai des grosses surprises pour vous, que ce soit pour booster votre carrière ou optimiser vos revenus. Je m'adresse surtout aux freelance. Alors, je suis Emmanuel Vinazza. Euh, je suis aujourd'hui, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis développeur et architecte identité. Ça fait plus de 20 ans, ça fait commencer à faire long. J'ai bossé sur pas mal de projets qui partent de la migration de données, que ce soit sur de la partie 365, en passant par Intra-ID et même la virtualisation. Bref, j'ai vu pas mal de sujets. Et l'idée aujourd'hui, c'est de vous montrer comment l'IA peut vous aider à automatiser encore plus vos tâches quotidiennes pour être plus productif et surtout vous libérer du temps. J'ai envie de dire pour des choses plus cool, par exemple, profiter de votre journée. On va dire ça. Alors, un petit mot d'abord, SkillGo One, c'est quoi au juste? SkillGo One, c'est un produit, c'est un concept que j'ai lancé qui est supporté et soutenu par le centre de formation que je tiens, donc Tiki Learning, agréé et certifié Calliope, ce qui inclut que toutes les formations que je propose sont forcément prises en charge par les OPCO. Voilà, pour ceux qui veulent plus de renseignements, n'hésitez pas à m'écrire à contact@tikilearning.com. Et Tiki Learning est un concept basé sur une demande assez simple, à savoir une heure ou une journée pour étudier et travailler sur un sujet très précis. Aujourd'hui et ce soir, qu'est-ce qu'on va voir? Alors, bien évidemment, je vais faire une petite introduction par rapport à l'IA, mais l'objectif de webinaire est essentiellement de travailler sur 4 points. C'est-à-dire, en gros, comment utiliser ChatGPT pour coder avec l'IA et comment utiliser correctement ChatGPT pour à la fois coder,
quand vous y connaissez pas grand-chose ou que vous démarrez dans le coding, comment on peut débugger et facilement et rapidement avec l'IA. Comment on améliore surtout nos algos, puisque c'est quand même la base du coding, c'est d'abord de maîtriser et d'être, je dirais, à l'aise avec l'algorithmique. Et ensuite, bien évidemment, un gros sujet, un gros point, c'est surtout comment je sécurise mes scripts. Voilà les 4 gros points qu'on va voir ce soir. Chaque point sera présenté, je vais faire des démonstrations, je vais expliquer en gros comment on utilise l'IA et néanmoins, vous pourrez aussi rebondir sur des questions quant à mes démonstrations. Voilà. Alors, aujourd'hui, on vit une époque où finalement l'IA est partout. Et devinez quoi? Elle peut changer la donne pour nous tous. En tout cas, moi, en tant que codeur PowerShell et C Sharp, parce que j'ai effectivement les deux casquettes, j'ai plus besoin de passer du temps, ou en tout cas autant de temps à déboguer, comme à optimiser, ou en tout cas à écrire mon code. Et l'IA est pour moi un support. Petite parenthèse et petite explication, l'IA ne fera pas, ou en tout cas ne vous remplacera pas, du moins pas pour l'instant. L'IA est aujourd'hui surtout un support, une aide, un accompagnement. Aujourd'hui et ce soir, vous allez voir comment l'IA, via ChatGPT, via certains bots, peuvent réellement transformer vos scripts en outils super puissants. En gros, comment éviter les erreurs, je dirais, standards, comment retravailler une algorithmique pour avoir une démarche plus optimale, comment sécuriser, comment surtout travailler de manière intelligente, pertinente et rapide. En gros, avec l'IA, vous n'avez plus qu'à lui dire ce que vous voulez et bien évidemment, ChatGPT va vous trouver toutes les solutions. Et franchement, c'est un assistant dont on ne se lasse pas. Aujourd'hui, à 95%, quand je vais coder, que ce soit pour du scripting rapide, que ce soit pour du module, que ce soit pour des choses beaucoup plus complexes, l'IA va venir m'apporter un support technique en termes de coding, pas uniquement que dans la rédaction, mais surtout dans tout ce qui est autour de mon script. Bien évidemment, l'objectif, c'est aussi de vous permettre, pour ceux qui sont freelance, d'optimiser vos revenus. Plus vous passez de temps à coder, moins vous gagnez d'argent. Le temps, c'est de l'argent. Plus je code vite, plus je produis vite et plus je délivre vite. Donc, l'objectif pour un freelance, est d'optimiser ses revenus. Pour un salarié, c'est aussi un boost, je dirais un booster dans sa carrière personnelle et professionnelle. Alors, aujourd'hui, je dirais quelles sont les principales problématiques que l'on rencontre en tant que codeur. En tant que codeur, quelles sont mes principales préoccupations? Quelles sont mes plus grosses difficultés aujourd'hui quand je vais coder avec PowerShell? Quels sont les plus gros défis et quelles sont, je dirais, les plus grosses problématiques que je vais rencontrer dans mon coding? On va être honnête entre nous, coder en PowerShell, c'est quand même top. En C Sharp, pareil. Mais il y a des jours, c'est un vrai casse-tête. Entre des bugs qu'on ne comprend pas, des scripts qui parfois tournent en rond, ou lorsqu'on recherche des corrections et des idées sur Google, on retombe, et ça c'est un constat que j'ai fait, sur toujours les mêmes blogs, les mêmes articles, les mêmes commentaires. Pire encore, je dirais qu'on ne trouve pas la réponse que l'on veut. Ça, c'est les 3 points, en gros, auxquels on est confronté en tant que codeur. Le bug classique, à savoir en gros, pourquoi mon code ne fonctionne pas, pourquoi j'ai des erreurs rouges. Le deuxième problématique auquel on fait face, c'est la performance de mon script, à savoir l'exécution d'une tâche. Je vous en parle par expérience, car dans mon expérience même actuelle, je délivre aujourd'hui beaucoup de code et je délivre énormément de scripting. Et je traite dans mon métier en tant qu'architecte IAM énormément d'objets. Vous imaginez bien que lorsque je code en PowerShell ou lorsque je développe des solutions complètes en PowerShell, j'ai obligatoirement besoin d'optimiser mes scripts. Et la performance est un atout, en tout cas un point ultra important dans mon coding. Et enfin, le troisième point, c'est ce que j'appelle la globalisation. Pour tous les codeurs PowerShell, c'est en gros comment je fais pour réutiliser ce que je développe. Et là, c'est à vous de vous organiser et de comprendre comment, tirer d'un simple code qui est réutilisé sur une autre fonction ou qui est réutilisé sur un autre client, je peux globaliser mon savoir
et faire en sorte de constituer un capital de code que je vais pouvoir réutiliser à souhait. La globalisation, ou ce qu'on peut parfois assimiler de la refactorisation, c'est de faire en sorte de rendre son code le plus générique possible, de manière à le réutiliser partout. Alors, il se passe quoi aujourd'hui quand je fais du code et quand je rencontre ces problématiques-là? Vous l'avez compris, première étape, je suis entre guillemets, un newbie, je vais sur ChatGPT, je dis voilà, ChatGPT, j'ai besoin de faire ça, ça et ça. Souvent, ChatGPT, et je vais vous l'expliquer, va vous fournir un code qui sera, je dirais, parfois qui va fonctionner, mais qui souvent ne rendra pas le résultat escompté, ou en tout cas pas celui qu'on souhaitait dans le contexte qu'on lui a défini. On va trouver des réponses souvent qui ne colleront pas à notre problème, ou en tout cas au bug que l'on rencontre. Et comme je le disais, on va rencontrer en permanence toujours les mêmes réponses sur tous les forums qui existent. Et c'est ça la problématique et l'enfer lorsqu'on fait du code, c'est que on va trouver des articles. Hein. L'article va traiter d'un sujet qui se rapproche de notre sujet ou du bug que l'on rencontre, mais qui ne sera jamais exactement le même contexte de notre problématique que l'on rencontre. Et c'est ça, en fait, la difficulté, c'est d'arriver aujourd'hui à utiliser l'IA pour coller à son contexte. Alors, je dirais, quoi faire? Mais pour résoudre un problème, vous savez tous qu'en gros, il faut en connaître la cause. Là, je m'adresse à tous les codeurs et à tous les développeurs ou à tous ceux qui font, je dirais, du tech de manière générale. Ne cherchez pas une solution alors d'avoir identifié une cause. Et lorsqu'on a un bug, avant de remettre en question tout votre code, cherchez quelle est la cause du problème. C'est en ça où, dans la démarche et dans l'accompagnement que je fais et que je vais vous présenter dans ce webinaire, c'est surtout comment je communique, mais surtout comment je communique avec l'IA. Parce que c'est là le plus important. Vous allez me dire, en gros, c'est quoi le rapport avec la communication? Eh bien, tout simplement parce que l'IA comprend ce qu'on lui dit, mais avec ses propres filtres. Vous connaissez tous, je l'imagine, vous connaissez tous, je dirais, les questions de communication, ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je dis, ce que l'autre entend, etc. Dans le langage de la communication humaine, nous avons toujours le même schéma. Il en est de même avec l'IA. C'est exactement le même procédé. Il y a plein d'étapes dans le processus, dans ce que je pense, que je dis, etc., que l'IA va comprendre et qu'elle va interpréter et forcément me renvoyer. Et vous verrez que sur une approche de questions, je dirais parfois, qui va suivre notre personnalité, avec notre passif, avec notre vécu, l'IA va interpréter la réponse, en tout cas la question, et donner une réponse qui parfois sera complètement à côté. Ça m'est déjà arrivé, je vous en parle, je dirais en connaissance de cause. Alors, l'objectif de ce webinaire, euh, qui se veut quand même court, efficace et pertinent, je vais vous montrer 4 aspects. J'en ai fini avec la partie théorique et explication. L'objectif pour moi, c'est de vous montrer en gros comment déjà je code avec l'IA et comment aujourd'hui j'utilise les bots ChatGPT pour coder efficacement. Bien évidemment que dans le cadre de la démonstration, j'ai pris des exemples très très bateaux, mais c'est pour vous montrer la puissance de ce que peut faire l'IA quand vous commencez à coder. Donc, dans cette présentation, dans cet objectif de webinaire, pour moi, c'est de vous présenter 4 points importants. Comment je code, comment je débug effectivement un code, comment je peux améliorer un algorithmique et comment j'améliore mes algorithmes de manière générale, et ensuite, quels sont mes modes de communication avec l'IA pour sécuriser mes scripts et mon code. Voilà les 4 gros points que je vais vous présenter par une démonstration. Alors, avant de commencer, sachez qu'aujourd'hui, il y a, je dirais, beaucoup d'acteurs sur le marché de l'IA. J'en cite 2 parce que je les prends pour exemple et parce que ce sont les 2 IA que j'utilise régulièrement, moi, dans mon coding. Donc, ChatGPT avec OpenAI et GitHub Copilot que j'utilise directement par Visual Studio. Les deux ont leur avantage inconvénient. Personnellement, lorsque je fais du scripting de masse, je suis plutôt sur ChatGPT puisque j'ai une interaction qui est beaucoup plus rapide et je préfère travailler d'abord mon code avec ChatGPT pour ensuite le poser sur Visual Studio. Avec Visual Studio et Copilot, je vais surtout l'utiliser pour faire de la correction, je dirais, propre au développement que j'effectuais directement en termes de composition, de refactorisation pardon, et de performance.
Sur la partie copilote, je m'en sers essentiellement quand je développe en C#, moins en PowerShell, parce que j'ai quand même beaucoup plus l'habitude je dirais, en PowerShell. Voilà pour le premier point. Je vais vous montrer maintenant, parce que c'est ce qui, je pense, en tout cas, je l'espère, va vous intéresser, une petite démonstration de comment je code avec l'IA. Cette petite vidéo, je vous la passe rapidement, mais c'est pas l'objectif de ma démonstration, puisque je veux quand même faire une démonstration, je dirais, en live, c'est ce qui m'intéresse. Mais sachez que dans la suite de webinaires, ces vidéos vous seront disponibles. Et c'est des vidéos que je mets à disposition en termes de support e-learning pour mes formations. Alors, dans l'exercice suivant et dans la partie coding, j'ai envie de voir avec ChatGPT comment je vais, comment je vais coder un simple listage de fichiers. Donc, ici, je vais lui dire en gros dans mon prompt, ça c'est le truc de la base, c'est vraiment la base, un petit prompt qui va lui dire en gros, peux-tu me générer un script PowerShell qui liste les fichiers dans un répertoire spécifique en incluant tous les sous-répertoires. Dans cette petite démonstration, je vais juste vous montrer une petit point assez important. Code Copilot, dans tous les cas, a besoin que vous lui indiquiez qui il est. Ça, c'est les fondamentaux au niveau de l'IA. Quand bien même ici, je ne marque pas PowerShell, je demande juste, demande-moi, ou en tout cas, enfin, peux-tu générer un script qui me liste tous les fichiers? Si je fais ceci et que je fais envoyer, il va se passer quoi? Il va décider de lui-même, bah, tiens, je te fournis un script Python. Ce n'est pas mon objectif, puisque moi, au départ, je veux partir sur du script PowerShell. Mais peu importe, en tout cas, il me fait mon script. Donc, première importance dans la partie coding, c'est toujours de parler du contexte dans lequel vous avez évolué avec l'IA. Ici, je laisse terminer de répondre. Et maintenant, je vais faire ceci. Et je vais lui dire, en premier lieu, oublie tout ce que j'ai dit avant. Peux-tu générer un script PowerShell qui liste tous les fichiers dans un répertoire spécifique? Je dirais script, somme toute, très très simple. Là, il a compris effectivement qu'il est plutôt expert en PowerShell et donc il va me lister ici un petit code qui va définir le chemin d'un répertoire, qui va définir juste une fonction, bah, donne-moi les fichiers. Très bien. Je le laisse terminer sa demande. Il me fait ses explications, mais je code en PowerShell et je ne suis pas vraiment satisfait. J'ai envie de dire aujourd'hui, bah, c'est bien, je liste les fichiers, mais prenons un exemple. Ici, j'ai pour l'exemple et pour la démonstration, j'ai une source de fichiers, vous voyez, que j'ai utilisé d'ailleurs pour mes illustrations, etc., où j'ai généré de l'image avec du DALL-E, avec plein de petites choses. Et je vois qu'en gros, il y a plein de fichiers, du Word, du PowerPoint, enfin plein de petites choses. Et j'ai envie finalement qu'ils viennent chercher cette liste-là de fichiers et qu'ils viennent, je dirais, l'identifier et surtout me présenter un reporting. Je vous montre, dans le cadre de l'exercice, je lui ai demandé en gros de me faire un script PowerShell qui va lister l'ensemble des fichiers du répertoire et qui va les trier par extension. Donc, dans la deuxième partie de mon chat, ici, je vais lui dire, c'est bien, mais tu peux faire mieux. Et là, je vais lui dire, j'aimerais que tu tries les fichiers par type de fichier et que tu m'affiches le nombre de fichiers par catégorie. Et là, toujours pareil, si je m'arrête à ça, le mot catégorie ou le type de fichier, ça, il peut le comprendre. Mais pour éviter l'interprétation qu'il va en faire, je vais donc faire un mage entrée pour sauter à la ligne. Si je fais entrer directement, n'oubliez pas, ça envoie directement la commande. Et je vais explicitement lui dire les catégories seront définies en deux, bureautique et image. Hop, média. Et là, je lui envoie. Donc, vous voyez ici, en gros, j'ai pris le temps quand même de lui dire, de le féliciter, puisqu'il faut qu'il apprenne avec moi. Et je lui dis, j'aimerais bien que les fichiers soient triés cette fois-ci par catégorie. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer à lister ici
un ensemble d'extensions qui sont possibles. Donc, il reprend sa fonction et il va commencer à initialiser l'ensemble des compteurs nécessaires pour pouvoir me trier les types de fichiers. Ensuite, dans l'exemple du coding, je suis content, mais je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Parce que mon objectif dans ce code, c'est de récupérer les fichiers, de les copier dans un autre répertoire et de les renommer au passage si les noms sont trop longs. Donc, je vais lui dire, c'est très bien, mais j'aimerais améliorer. N'oubliez pas toujours certains mots qui sont assez simples, améliorer le script. Quand vous avez un doute, que vous ne savez pas ou que vous vous dites, mais finalement, qu'est-ce que je devrais lui demander ou comment je pourrais lui demander, il y a une question qui est fondamentale avec ChatGPT, c'est de le faire penser par lui-même. C'est très bien, mais j'aimerais améliorer le script. Et là, vous lui dites, quelles seraient les améliorations que tu me proposerais? Voilà. Je le laisse réfléchir. Et là, c'est lui qui va commencer à réfléchir et à vous proposer des solutions. Toujours pareil, je suis dans le cadre du code, je code avec PowerShell, j'ai une idée de ce que je veux atteindre comme objectif, et dans les propositions qu'il me propose ici, bah, je vois qu'en gros, il y a pas mal de propositions qui sont ce que j'allais demander. La gestion des erreurs, pourquoi pas exporter des données, on reparle de la performance, et là, vous voyez, sans que je lui demande quoi que ce soit, il est déjà parti sur l'amélioration de mon script. Vous êtes dans un cadre de, je dirais, de livraison. Vous devez livrer ce fameux script pour pouvoir faire des opérations demain sur des fichiers, sur des serveurs de fichiers. Vous pouvez être aussi à court d'idées en vous disant, mais qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Comment je pourrais améliorer? Qu'est-ce que je pourrais rendre comme service supplémentaire? Et ainsi de suite. Le service supplémentaire, en tout cas, ce que je peux apporter en plus dans mon script, c'est ce qui fera chez vous toute la différence. Quand vous êtes développeur ou quand vous êtes codeur sur la partie PowerShell, le plus important, et encore une fois, j'en parle en connaissance de cause, c'est de penser à tous les cas auxquels les personnes qui vous ont commandé le script ou qui vous l'ont demandé n'ont pas pensé. Et ça, c'est important, de manière à pouvoir être sûr qu'on a répondu à tous les use cases, ce qu'on appelle les cas d'usage, que va demander le script. Donc là, c'est très bien, il m'a proposé des solutions. Voilà, je les passe, je suis satisfait. En revanche, je vais lui dire en gros que ça ne me convient pas. Mon objectif à moi, c'est de faire un script qui va lister les fichiers, qui va pouvoir les copier-coller, les sauvegarder et les déplacer dans un nouveau conteneur que je rappelais au préalable avec le nom de fichier. Donc, je reprends ici le script que j'ai fait pour la démonstration et je vais lui dire en gros que je veux ici euh, remonter l'ensemble des fichiers par extension, que je veux ensuite les copier, donc les sauvegarder dans un répertoire. Je veux ensuite les copier et les renommer dans le répertoire de destination et qu'il me fasse à la fin un compteur pour me dire combien j'ai de fichiers de type bureautique et combien j'ai de fichiers de type média. Donc, je reviens sur la partie code et je vais lui dire, c'est bien, mais ce n'est pas ce que je souhaite. Et là, vous allez être beaucoup plus précis dans la manière d'indiquer vos ordres, en tout cas vos indications à l'IA. Il faut bien penser que quand vous communiquez avec l'IA, soyez le plus factuel et le plus direct possible. Ici, je passe sur un mode plutôt ordre. Lister les fichiers du répertoire et je lui donne le nom de mon répertoire, celui-ci. Ensuite, je vais lui dire sauvegarder ces fichiers dans un répertoire. Et là, je lui donne le répertoire de sauvegarde. Et je lui dis, voilà, je veux que tu sauvegardes ça dans ce répertoire-là. Ensuite, je vais lui dire, copie, colle ces fichiers dans le répertoire cible. Et je lui donne le répertoire dans lequel je veux, ici, copier mes fichiers. Voici. Et enfin, je vais lui dire 4, renomme les fichiers
dont la longueur du nom, pardon, dépasse 15 caractères. Ici, si je m'en tenais, pareil, on revient sur ce que j'expliquais en début de webinaire sur la partie communication. Si je m'arrête là, il va se dire, OK, ben, je renomme les fichiers. Mais il va s'en tenir qu'à ça. Mais moi, je sais qu'en gros, je peux avoir des fichiers qui démarrent, en tout cas qui sont construits de la même manière et qui pourraient amener des problématiques particulières. Je m'explique. Si vous voyez toujours mon écran, vous voyez qu'ici, dans la partie des sources fichiers, j'ai plein de fichiers qui vont commencer par DALI 2024 avec des dates. Si je m'en tiens à ça, il est possible qu'il va prendre les premiers caractères qui sont ici, il aura les mêmes dates, donc les mêmes chiffres, auquel cas, il va pas pouvoir renommer ces fichiers-là, dans la mesure où il va vous dire tout simplement, bah oui, je peux pas, parce que quand je le renomme, il y a déjà un fichier qui porte le même nom. Donc, je vais lui mettre ici une petite parenthèse, dire attention, si le fichier renommé porte le même nom, alors, on va peut-être le faire différemment. Attention, lorsque tu renommes, assure-toi de mettre un suffixe de type underscore, admettons, pardon, tiret rename avec un numéro aléatoire pour éviter les conflits. Ensuite, une fois qu'on a renommé le fichier, on sait qu'il va les déplacer directement dedans. Et enfin, je dis, dernière partie, euh, fais-moi ou sors-moi un rapport sur le nombre de fichiers de chaque catégorie à la fin du script. Et là, j'envoie. Comme vous voyez, en fait, j'ai été très précis. J'ai été très, je dirais, dans le donneur d'ordre et je lui évite de faire des confusions. Donc, c'est bien. Quand vous faites comme ça, au moins, il reprend chacun des points. Et là, il va commencer à dérouler son script. Il définit ses chemins de répertoire. Il va continuer à définir les extensions par catégorie. Il initialise les compteurs. Et là, en gros, il va créer les répertoires s'ils n'existent pas. Ça, première vérification. Vous voyez au passage, il se crée même une fonction pour renommer les fichiers. De lui-même, il s'est dit, c'est une opération que je peux réutiliser. De facto, je crée une fonction que je vais pouvoir réutiliser à souhait dans mon script. On le laisse terminer. Comme vous pouvez le voir, c'est une démonstration en live. C'est-à-dire qu'en gros, la communication que j'ai avec lui ce soir, je dirais en partage avec vous, ce n'est pas la conversation que j'ai eue avec lui pour fabriquer le TP. Et vous voyez qu'entre deux discussions, il y a même des écarts possibles. Ce qui est bien, c'est qu'il a effectivement écrit le script, il a ajouté, ou en tout cas, il propose des améliorations potentielles. Vous voyez, ajout de log, filtrage de fichiers, option de compression. Très bien. Et là, je n'ai plus qu'à copier le code, à venir dans ma console et récupérer le code qu'il m'a proposé. Voilà. Alors, ça ressemble pas trop à mon script de démo. Et celui-ci, ça, c'est le script que j'ai sorti tout à l'heure. Pourquoi? Parce que celui-ci est encore plus optimisé, eu égard à des requêtes, en tout cas, et des questions que j'ai pu lui poser. Voilà pour cette première démonstration. Alors, bien évidemment, hein, dans le cadre de l'amélioration, toujours pareil, dans la démo codée avec PowerShell, ici, je pourrais très bien lui dire bravo, c'est top. Maintenant, améliore ce script et rajoute des commentaires pour que je puisse comprendre le code et le relire. Voilà. Et là, on a terminé cette première démonstration. Là, il va rajouter un tas de commentaires.
Il y a juste un petit bémol, et en tout cas un petit point d'attention dont je voulais vous parler. L'IA n'a pas forcément toujours raison. N'oubliez pas, elle vous propose des solutions. Parfois, elle peut générer ou inventer des choses. Je m'explique. Euh, il vous faudra, en préalable, dans tous les cas, maîtriser un minimum le code PowerShell de manière à être vigilant sur les erreurs qu'il peut vous soumettre. Moi, il m'est arrivé que ChatGPT me sorte des fonctions qui n'existent absolument pas. Et ça, vous allez vite le voir. Donc, à vous aussi d'être vigilant dans le code qu'il vous livre et ne prenez pas à brûle pour point tout ce qu'il vous dit. Donc là, vous voyez ici, il a repris le même script et il est en train de le commenter dans tous les sens pour vous apporter plus de compléments sur la compréhension et la lecture du fichier. Donc pour celui-ci, par exemple, j'ai fait une petite démonstration. J'avais un script, hop, je peux l'exécuter. Voilà. Et là, vous voyez ici, j'ai plein de bugs. Et ça, c'est l'exemple parfait. Ici, vous voyez, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fait un rename. Ça, c'est pour la partie démonstration. Ça sera le code suivant. Vous voyez que mon script ne fonctionne pas. Et c'est volontaire, je vous rassure. Je l'avais gardé pour la démonstration. Dans la mesure où il n'a pas pu renommer le fichier, dans la mesure où un fichier existe déjà avec les mêmes préfixes. Voilà. J'ai terminé pour cette première démonstration. Vous voyez, ce n'était pas très, très, très long. Mais au moins, vous puissiez voir comment on code avec PowerShell. Alors, j'ai pris cet exemple, hein. Il y en a plein d'autres, et il y en a même des tonnes. Mais l'objectif, c'est surtout de vous montrer un petit peu le fonctionnement. Alors, le deuxième point important que je souhaite soulever ce soir, c'est le débugage. Donc, le débugage avec l'IA, là, je vais vous dire prudence et extrême vigilance pour deux raisons. D'une part, parce que dans la génération du code, et vous l'avez vu dans la démonstration précédente, il lui arrive de fournir du code qui est faux. En l'occurrence, dans le premier scénario que je lui ai donné, je lui ai dit, liste-moi les fichiers, tu les copies, tu les sauvegardes, tu les copies, tu les renommes et tu préfixes le renommage. Et bien évidemment, que volontairement, je n'avais pas indiqué attention au renommage des fichiers, tu risques d'avoir des doublons de noms de fichiers, etc. De facto, il a exactement fait ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire qu'il m'a généré un code avec erreur qui ne permet pas la correction, en tout cas qui ne permet pas la copie et le renommage des fichiers, dû au fait que le préfixe, en tout cas la première partie du fichier sera identique, et quand il renomme, il se retrouve à renommer avec le même nom de fichier. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point dans le cas du debugging, c'est que euh, l'IA ne fera pas tout. Elle vous fera une grosse partie, mais elle ne vous fera pas tout. Et c'est l'objectif de cette deuxième démonstration, c'est de pouvoir comprendre l'IA, de pouvoir lui donner des informations pertinentes et essentielles qu'elle aura besoin pour pouvoir débugger. Mais surtout, le troisième point, c'est d'utiliser aussi votre console pour passer en mode debug. Petite démonstration pour montrer de quoi je parle. Revenons sur la machine. Ici, j'ai donc un script. On voit bien qu'il est buggé, en tout cas qu'il y a un bug. Et première méthode que je vais utiliser avant même d'utiliser l'IA, ça pour tous ceux qui savent ou qui ne savent pas, peu importe en tout cas, c'est, je vois qu'en gros, c'est le rename item qui pose un problème. Je vais donc chercher ma commande rename item qui est ici, à la ligne 41. C'est bien celle-ci. Et je vais poser ce qu'on appelle dessus, hop, un break. En gros, pour lui demander d'arrêter au moment où il passe sur cette ligne. Je réexécute le script, et là, le script, vous voyez, s'arrête ici. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant qu'il exécute, je peux récupérer ma ligne de commande, je fais un copie, je la colle ici, et là, je fais entrer. Ce qui me permet tout simplement de voir déjà quelle est la problématique. Je regarde, je lis le message d'erreur, et je vois qu'en gros, il y a une commande qui est donnée qui dit impossible de créer déjà un fichier existant. Pas besoin d'aller plus loin, j'ai compris mon erreur, il renomme le fichier, mais il ne vérifie pas que le fichier existe déjà. Donc, je vais donc ici arrêter le script. Hop, très bien. Je vais reprendre ce code directement et je vais lui dire, t'es gentil mon loulou, mais ce script-là, il a un problème. Donc, je repars sur un nouveau code pilote, nouveau chat. C'est bien me le donner. Merci. OK. Donc ici, je lui dis, je commence déjà ma phrase par
tu es un expert PowerShell depuis 30 ans. Tu vas m'aider à débugger un script. Peux-tu faire ça? Absolument, je peux t'aider. Par quoi on commence? Et là, vous lui dites, voici mon script. Lorsque je l'exécute, j'ai ce message d'erreur. J'ai un message d'erreur. Oh, pardon. Donc ici, le script. Pam, pam. Tac. Le message d'erreur. Et là, je viens du copier-coller le message. Et je lui donne ça à manger. Et là, je lance. Et là, je le laisse réfléchir. Et là, il comprend qu'en gros, il y a une erreur dans le script que je lui fournis, le script qu'il m'a lui-même, je dirais, élaboré. Et donc, il va faire ici un ajustement pour pouvoir permettre, en tout cas, de corriger cette copie de fichier. Donc, j'attends de terminer, ou en tout cas, je lui laisse terminer la phase de debug. Et je regarde, bien évidemment, ce qu'il va me proposer en solution. Ah, on la voit déjà qu'il s'affiche. Il vérifie si le fichier existe déjà. Test passe, OK, il teste un nouveau chemin et il va rajouter, je pense, un compteur ou un chiffre permettant de s'éviter d'avoir ce super message d'erreur. Ensuite, il reprend normalement l'intégralité du script. Soyez méfiant, toujours pareil, vigilance lorsqu'il vous livre un script corrigé. Il lui arrive parfois de corriger des choses que vous ne vous l'avez pas demandé. Donc, vérifiez tout bien, en tout cas toujours, qu'il n'a changé, en tout cas qu'il n'a modifié que ce que vous souhaitiez. Là, je vais copier-coller le fichier, enfin le code. Je viens ici dans ma console, nouveau, je fais ici un coller, et je vais faire une petite relecture du code qui m'a livré. Je vois que j'ai à peu près les mêmes chemins, il identifie bien les mêmes extensions, et on voit que ce qui change, c'est essentiellement cette partie-là. Où là, en gros, il va vérifier en gros que le chemin existe déjà et apporter des compteurs nécessaires. Je vais donc l'enregistrer. On va l'appeler demo 1 bis, pardon, 2 ter. Voilà. Et ici, je vais donc exécuter le script. Et là, vous voyez, tout de suite, ça passe mieux. On doit, alors je ne vais pas vérifier, hein, mais je vais aller vérifier en gros qu'il a bien fait la sauvegarde. Alors, la sauvegarde ici ne marche pas. Donc, vous voyez, encore une fois, j'ai fait confiance, mais ça ne passe pas. Et il est censé ici m'avoir copié les fichiers avec, évidemment, un renommage. On vérifie. Donc, ça a bien été renommé. Ça, c'est bon. Voilà. Donc, il y a bien le renommage, il y a bien un compteur qui apparaît qui permet d'éviter d'avoir des doublons. Mais comme vous pouvez le voir, ici, il ne m'a pas sauvegardé mes fichiers. Ce qui veut dire qu'en gros, je vais le gronder et je vais lui dire ici directement dans mon code, t'es gentil mon loulou, mais il y a une partie sauvegarde que tu as loupée. Alors, vous pouvez lui parler de manière humoristique, hein, il comprend très bien, hein, regardez bien. T'es gentil mon loulou, mais tu as oublié de sauvegarder les fichiers dans le répertoire et je lui donne ici le répertoire en question. CTRL-C. Hop, et j'envoie. Voilà. Voyez ici, tu as raison. J'ai oublié d'inclure l'étape de sauvegarde des fichiers dans le répertoire. Je vais corriger cela immédiatement. Et donc là, il me fait la correction pour pouvoir gérer la partie sauvegarde des fichiers. Voilà, je vais arrêter là pour cette démonstration. Je pense qu'elle est suffisamment parlante. S'il y a des questions, n'oubliez pas de les poser dans le chat, hein. Je suis là aussi pour y répondre. Hop, hop, hop. S'il y a besoin comment dire, de libérer les micros, il n'y a pas de problème. Je peux effectivement activer les sons. Alors, hop,
Je vous ai autorisé à activer vos micros si vous avez besoin, de manière à me poser vos questions en live, ce sera beaucoup plus sympa. Avant que je continue, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je pense que oui, j'ai pas de nom, donc je pense que ça doit être bon. Alors vous avez le droit de réagir, hein. Vous avez effectivement des petits icônes pour réagir. On peut faire des cœurs, des ballons, des pouces, hein, n'oubliez pas, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à réagir. Maintenant, le troisième point de ce webinaire, pardon, c'est l'amélioration de l'algorithme. En gros, vous devez comprendre que pour une fonction donnée, ou en tout cas pour une action donnée, l'algorithme va tout changer dans le process. Vous pouvez clairement multiplier par 2, 3, 4, 10 parfois les performances de vos scripts en améliorant l'algorithme. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'algorithme, c'est principalement la manière de pouvoir coder, en tout cas d'architecturer la séquence du code que l'on va fournir. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Je pourrais dire en gros, j'ai 10 personnes qui sont devant ma maison et je vais, pour chaque personne, contrôler un point. Admettons, une pièce d'identité ou un passeport ou, je dirais, autre chose, peu importe. Et puis, je vais les passer un par un. Et puis, quand j'ai contrôlé le papier de la personne, je vais contrôler son sac, ce qu'elle a dedans, et si elle a bien son cahier jaune, bleu ou vert, peu importe. Ça, c'est une manière de procéder. Si je le pense d'un point de vue algorithmique, je pourrais dire pourquoi de facto, je prends le groupe des 10 personnes que j'ai et au lieu de les aligner en file d'attente, je vais les répartir déjà par type de groupe en disant voilà, il y a effectivement un type de groupe 1, 2, 3, 4 et en fonction, je vais ensuite établir des filtres pour aller directement chercher les personnes qui peuvent rentrer ou ne pas rentrer dans la maison. L'algorithme, c'est ça. C'est comment je vais penser un développement de manière à ce qu'il soit le plus optimisé possible. C'est pas donné, c'est pas facile, mais clairement, c'est ultra important. Et là, je fais une petite démonstration pour vous montrer. Attendez, bougez pas. Je vais faire rentrer un nouveau participant. Là, en gros, pour la démonstration, je vous montre. J'ai ici un code pour la démo 3. Hop, hop, hop. Alors, attendez, je regarde mon script qui va bien. 3. Un code qui est tout bête, qui permet de dire en gros, je liste effectivement les fichiers qui sont dans un répertoire et je vais ensuite les trier par ordre. L'objectif, c'est de lui donner ce script-là et de lui dire, ce script-là, il ne me semble pas optimisé et qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Donc, je prends mon script que j'ai préparé au préalable, je vais dans ChatGPT et je lui dis, j'ai une nouvelle demande. J'aimerais que tu me donnes ton avis sur l'algorithme de ce script. N'oubliez pas, précisez-lui toujours, ne me donnons pas de réponse, ne me donne pas ou ne réécris pas le script, ne réécris pas le script, ne fais que me proposer une explication à ma question. Pourquoi je fais ça? Parce que si je ne lui dis pas, d'emblée, il va dire ton algorithme il n'est pas bon à tel et tel niveau, et voici le script corrigé. Donc là, je lui précise que je ne veux pas de script. Je veux juste qu'il me dise en gros en quoi mon algorithme est bon. Ici, qu'est-ce que je peux lire? Alors, l'algorithme de ce script PowerShell est simple et direct pour accomplir la tâche et de trouver les plus grands fichiers dans un répertoire donné. Voici une analyse de l'algorithme. Donc là, il analyse effectivement chaque point. Et ensuite, il va me faire des observations générales sur l'algorithme que j'ai utilisé. Le script fonctionne bien pour des répertoires contenant un nombre modéré de fichiers. Cependant, un grand volume de fichiers, des dizaines ou des centaines de milliers, cela pourrait ralentir car il fait une boucle manuelle et trie après avoir collecté tous les fichiers. Ça, c'est le premier point. Alors, c'est, je dirais, quasiment 70-80% des problématiques que l'on rencontre en tant que développeur, à savoir une mauvaise utilisation des boucles et
de l'algorithmique, parce que souvent, on va faire du tri et en fonction de, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ton script, il est bien, mais si demain, tu as 100 000 fichiers, ça va mettre beaucoup de temps. Alors, je reprends mon script et je vois qu'en gros, il prend la liste des fichiers ici, de manière récursive, donc ça veut dire et potentiellement tous les fichiers en dessous, et je ne limite pas la récursivité de la recherche. Donc, in fine, si j'ai une arborescence descendante de 3, 4, 5, 10 niveaux, c'est beaucoup plus compliqué. Et là, il va dire, pour chaque fichier, je vais effectivement définir si c'est un fichier qui est de grande taille ou pas. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'en gros, le for each est utile, mais un for each, dans certains cas, peut être très coûteux en temps, en performance et en mémoire. Quand je travaille sur des centaines de milliers d'objets d'identité dans mon quotidien, vous imaginez bien que je ne peux pas me permettre d'avoir ce type d'algorithmique. Il me faut impérativement optimiser au maximum. Et donc, du coup, après avoir suggéré qu'en gros, mon script n'était pas bon, je vais lui dire en gros, pourrais-tu me proposer un script dont, qui serait plus optimisé pour un traitement, et là je l'indique bien, de masse, je vais y arriver, de fichiers. Disons que j'ai des centaines de milliers de fichiers. Et là, je lui demande, en gros, qu'est-ce que tu me proposes? Il dit quoi? Tu fais un filtrage précoce, on va streamer les données avec un for each. En gros, utiliser un traitement pour éviter de charger tous les fichiers dans une seule variable, ça c'est important, puisque au lieu de trier les fichiers en for each, avant tout ça, on va donc faire juste un petit where object qui va rapidement et de manière très progressive, pouvoir sortir de manière quasi instantanée un premier résultat, ce qu'on appelle la partie filtrage précoce, plutôt que de traiter toutes les données en masse. D'abord, je fais un premier filtrage. Et ensuite, je sors les fichiers et ensuite, je peux sortir un état. Dans certaines méthodes et par expérience, dans ce que je fais au quotidien, moi, il m'arrive aujourd'hui, quand j'ai beaucoup de volume à traiter, de m'appuyer quasiment maintenant sur ce que j'appelle du SQLite. C'est un module qui existe sur les galeries.net, où je vais créer à la volée des bases de données sur des fichiers à plat, pas besoin de SQL Server ou tout ça, etc. Ça respecte la même syntaxe que SQL, sauf qu'en gros, c'est du fichier à plat. Et l'avantage qu'on en tire, c'est que pour faire du traitement de masse, quand vous avez besoin de traiter du gros volume, ce fichier-là permet de faire ce qu'on appelle un système, pour ceux qui connaissent un peu le principe ETL, donc j'extrais les données, je les traite et je les lis, de manière ensuite à derrière faire un traitement plus optimisé. Donc il y a une phase de préchargement qui, elle, constitue je dirais, l'alimentation de la DB, et ensuite il y a le traitement qu'on fait sur la DB. Sur des volumes de masse, je fais toujours moi aujourd'hui en 2 temps. J'extrais les données et ensuite je les traite. Comme ça, l'extraction, ça prend du temps, mais je peux la faire 1, 2 fois ou 3 fois par jour. Et ensuite, le traitement, je le fais toutes les 5 minutes si ça me chante. Donc voilà en quelques minutes comment est constituée la partie algorithmique. Allez, on avance. Il faut quand même que je termine cette présentation. Le dernier point que je voulais vous montrer, c'est la sécurisation du script. L'insécurisation, c'est l'élément le plus important de la partie scripting, à savoir toutes les vérifications et tous les jalons de sécurité que je vais implémenter. Dans cette démonstration, je vais montrer un exemple assez bateau, mais pour vous en parler, quand vous avez par exemple, pour ceux à qui ça parle, des modifications de masse à faire sur des objets d'identité, par exemple. Voilà. Vous avez aujourd'hui, je ne sais pas moi, 100 000 identités à modifier et vous devez désactiver certains comptes respectant des critères. La sécurité, c'est de s'assurer en gros que, je vais cibler uniquement les utilisateurs concernés. 2, je vais tracer sur tout ce que j'ai fait. Et 3, je vais assurer de faire un retour arrière si c'est nécessaire. C'est impératif. C'est vraiment les 3 piliers. Je sécurise le process, je trace le process et je permets de refaire un retour arrière du process. Voilà les éléments fondamentaux en termes de sécurité. Lorsque ça donne en démonstration, là en gros, j'ai pris un petit script, tout bête, qui va effectivement faire un contrôle des erreurs. Et je lui ai dit, prends-moi le script et apporte-moi sécurisation
journalisation et sécurité des serveurs. Donc, je reprends le script que j'ai fait ici, voilà, et je vais dire à ChatGPT, sur ce script, je lui donne, je veux que tu optimises. Alors, donc là, on a les 3 points, ici, que j'ai cités. Hop, je reprends, CTRL-C, et je lui dis sécurisation, journalisation, contrôle des erreurs. Et là, je lui demande de sécuriser mon script. Et là, c'est lui qui bosse, qui va reprendre l'intégralité du script que j'ai fait. Donc, vous voyez, dans la démarche assez logique, bah, d'abord, on code, ensuite, on améliore, on débug, on corrige et on optimise notre script. Et bien évidemment, en phase finale, on fait ce qu'on appelle un process de hardening. On va le sécuriser, notre script, de manière à pouvoir être sûr qu'on livre. Je vous assure que quand vous scriptez et que vous devez faire des modifications de masse sur des fichiers, ou vous avez effectivement des modifications sur des environnements de prod parce que vous n'avez pas de pré-prod ou d'environnement de dev, et ça arrive, moi ça m'arrivait souvent, je vous assure que vous avez intérêt à prendre bretelles, ceinture et parachute pour être sûr que vous n'allez pas vous cracher au final. Donc ici, j'ai quoi? J'ai un script qui est corrigé, et je vais regarder surtout, pour le script en lui-même, c'est la partie, je dirais, coding, je vais surtout voir quel est le résumé qu'il me fait des modifications qu'il a effectuées, voir en gros qu'est-ce qu'il a apporté en termes de sécurisation. Je le laisse terminer. Le gros avantage aussi de ChatGPT, je précise, c'est qu'il est quand même assez rapide. Voilà. Et les bots, et notamment le bot Code Copilot, est extrêmement performant. Donc, on est ici sur la partie amélioration. Et là, je lis, bah, j'ai utilisé du try-catch, ouais, pour entourer les opérations critiques. Si une exception est levée, par exemple un fichier en cours d'utilisation, bah, il est capturé et logué. Il a fait une fonction qui s'appelle écrire-journal. Bon, là, c'est amusant parce que, vous voyez, il a sécurisé, mais comme on parle en français, il me fait écrire-journal. Bon, vous imaginez bien qu'en gros, là, c'est super. Imaginons que je suis arrivé au bout du bout de mon script et je vais déjà dire, et un petit ton humoristique, t'es gentil, mon loulou, mais est-ce que tu peux, et là, je lis ce que je veux, écrire tous les commentaires en anglais et écrire toutes, tous les noms, tous les noms des fonctions en anglais. Et là, vous voyez, on pouvait jouer la carte de l'humour. Désolé, mais euh, je peux pas, je, je peux pas livrer ça. Voilà. Et là, il me dit pas de souci, je vais ajuster ton script. Et là, il reprend l'intégralité du script. Ça, c'était pour finir et conclure, je dirais, la partie webinaire. Ben voilà, il a automatiquement récupéré le script. Il est en train enfin, de le mettre en anglais, hein. Vous voyez, ici, on est plutôt sur du white log plutôt que écrire journal, hein. C'est quand même plus sympa, surtout dans le monde du coding où tout est quasiment en anglais. Donc là, je le laisse terminer et c'était juste pour conclure cette démonstration euh, comment dire, de la partie algorithmique. Alors, on fait une petite pause et une pause surtout interactive parce que j'aimerais que vous posiez des questions. Vous pouvez donc ouvrir vos micros, je suis là pour y répondre et qu'après, je vous explique un petit peu les surprises que je vous ai réservées pour la fin de ce webinaire. Première question, déjà, j'espère que ça vous a plu. C'était assez rapide, hein, mais on n'a qu'une heure et je ne voulais pas aller au-delà d'une heure, en tout cas pour la démonstration. Est-ce qu'il y a parmi vous des questions? Est-ce qu'il y a des sujets qui vous ont interpellé? Est-ce qu'il y a des choses que vous découvrez, des choses que vous voulez approfondir, des choses que vous auriez aimé voir en plus? Je vous laisse la parole. Vous avez le droit de réactiver vos micros, hein. Pas de questions? Ne soyez pas timide, hein. Je ne mange pas, je ne mords pas, hein. S'il n'y a pas de questions,
S'il n'y a pas de questions, hop, tac, tac. Je vais donc passer à la suite. Alors, moi aujourd'hui, dans le cadre de mes activités, la formation et surtout la partie expertise, ça fait plus de 25 ans que j'en fais, je la fais de manière très ponctuelle. Pourquoi aujourd'hui j'ai lancé Skill Go One? Parce que je réponds à un besoin assez précis, qui est que les gens n'ont pas forcément le temps de passer des semaines ou des jours et des jours à faire de la formation. Le Skill Go One, c'est un concept simple, c'est une heure ou une journée sur un sujet particulier. Et l'objectif de mes formations, c'est de caler sur votre problématique. Ça ne m'intéresse pas de faire une formation générique, même si j'ai un plan de base, j'ai un schéma de base qui est ce qu'il est. En revanche, je fais que du spécifique. Quand je dis spécifique, c'est qu'en gros, j'ai que des formations en live. C'est-à-dire qu'en gros, quand je fais une formation de groupe, c'est uniquement du live. Ce n'est pas des séquences e-learning avec des PowerPoint que vous allez suivre. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait du répondant. Vous venez pour des problématiques, en tout cas une problématique particulière. J'ai mon plan de base et sur l'exemple, en tout cas sur le contexte de la formation, je prends chacun de vos cas et je les mets dans mon cours, de manière effectivement à ce qu'on soit au plus proche du terrain. C'est là où je dis en gros, je m'adapte aux besoins. C'est une manière pour moi de faire non seulement de la formation, mais plutôt ce que j'appelle moi du transfert de compétences. Pour aller plus loin sur l'explication de ce que je veux vous présenter, et pour ceux qui seraient intéressés, vous avez un script ou vous avez un module à produire, ben, vous bataillez, c'est un peu compliqué, c'est dur, vous n'arrivez pas à avoir le bout. Ben, typiquement, ce que je fais, c'est que vous me soumettez une problématique, un sujet, et derrière, je prends effectivement mon besoin. Je traite tous les types de demandes. Ça peut être effectivement, je dirais, de l'E365, de la migration, automatisation, du reporting, SQL Server. Je viens d'y mettre de l'infra, donc voilà, j'en ai vu beaucoup. Mais l'idée, bien évidemment, c'est ça, c'est que je peux traiter sur n'importe quel sujet. Et j'ai deux formats, individuel ou groupe. Soit je fais à l'heure, soit je fais à la journée. Je vais vous montrer un peu les solutions et je vais vous copier-coller effectivement je dirais les liens pour chaque point. Hop, je vous les mets directement dans le chat. Tac. Non. Hop. Z. C. Z. Tac. C, tac. Donc, première chose, j'ai une formation en mode individuel sur lequel je fais un code promo sur le webinaire, le code promo Skill 200. C'est une formation à la journée et je fais 200 € de remise sur cette formation à la journée. Là, c'est vous prenez rendez-vous, on fait le point un quart d'heure ensemble, vos dates, vos disponibilités, vos besoins et ce que vous voulez voir. Ça peut très bien être un script sur lequel vous bossez ou une livraison que vous avez à faire. Clairement, c'est du sur mesure. J'ai un deuxième format en individuel à l'heure. Donc, c'est 95 € de l'heure. Et je fais un tarif spécial pour le webinaire, moins 20 € pour les 5 premiers inscrits, à 75 €. Même principe, vous avez un debugging à faire. Vous pensez que ça va prendre 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, pas plus. On passe sur un format d'une heure et ensemble, on débug le script. Pourquoi je fais un rendez-vous préalable? Parce que j'ai besoin de savoir sur quoi on va travailler ensemble, surtout si on doit aller sur des cas concrets et des cas d'usage. Et enfin, j'ai les formations groupe. Donc, la première session, c'est le 4 octobre. Pour l'instant, je n'ai ouvert qu'une seule date. La formation, c'est 290 € par personne. Et ce soir, je fais 100 € de remise pour les 5 premiers inscrits. Ça veut dire en gros une journée de formation pour 190 € TTC. Comme je l'ai expliqué en début de webinaire, mon centre de formation est Calliope. Si vous souhaitez une prise en charge par les OPCO, je peux très bien vous monter un dossier avec convention et tout ce qui est nécessaire pour suivre cette formation. Et je vous l'avais dit en début de webinaire, j'ai une grosse surprise aujourd'hui ce soir, c'est que pour 3 personnes maximum, je fais une promo de 200 €, soit 90 € la journée de formation pour les 3 premiers inscrits. Vous avez tous les liens dans le chat. Le code, c'est Skill200G et vous pouvez commander directement en ligne. La prochaine session, c'est le 4 octobre. Vous recevrez, si vous commandez votre formation, un questionnaire à me remplir pour que moi, je puisse préparer l'ensemble des sujets à traiter pendant le cours de la formation. Voilà, j'en ai terminé pour ce webinaire. Excusez-moi, c'est un petit peu long. Je vais vous demander si c'est possible juste de scanner le QR code ou de remplir le questionnaire. Je vais vous envoyer le lien ici directement pour que je puisse m'améliorer s'il y a des choses à modifier pour le prochain webinaire. Voilà. J'espère que cette présentation vous a plu. J'espère vous revoir prochainement d'ailleurs sur mon site et sur ma page. La page Facebook que je vais alimenter de vidéos, en tout cas de démonstrations sur le développement de l'IA.
Et n'oubliez pas, je ne traite pas que ça. Je traite vraiment, je traite l'IA et je traite la partie code de manière générale. Attendez, je vais réafficher la page. Alors, je vous laisse, je dirais, me faire part de vos remarques. S'il y a des points autres, etc., n'hésitez pas. Et merci beaucoup en tout cas de votre participation. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis une bonne semaine. Merci beaucoup et à bientôt.